Alors on a un petit quart d'heure à passer ensemble sur ce super sujet, adapter la technologie aux usages et non l'inverse. Donc un petit quart d'heure, c'est rapide, mais bon, on va essayer d'aborder ce sujet-là. Donc je suis Céline Varenne-Souchon, je suis le DG associé de la société Everblix, qui est une société qui est intégrateur d'objets connectés pour les entreprises. Et on est spécialiste de tout ce qui est technologie résistante au froid, au choc, à l'humidité, tout ce qui est conditions extrêmes en fait. Donc, en fait, dans Everblix, je fais du marketing des usages, d'où le sujet d'aujourd'hui qui nous intéresse et qui touche de près le comment on fait les objets connectés. Ce petit slide de départ, je ne sais pas si vous avez regardé le dernier match de boxe de Tony Yoka il y a quelques semaines ou quelques jours, et c'est pas très vieux. Mais pendant le match, il y avait des données, des datas sur l'intensité des coups, sur les évitements, tout ça. Donc c'était assez étonnant. En fait, c'est la marque Everlast, qui est la marque de gants, qui a intégré des capteurs dans les gants. Dans les gants. Donc, du coup, on avait de la data tout du long. Donc, on peut penser que les objets connectés, finalement, ça se résume à ça, de la data tout le temps. Mais finalement, c'est pas que ça, parce qu'il n'y en a pas que dans les gants de Tony Yoka, il y en a partout. Il y en a dans la santé, dans l'automobile, sur les wearables et compagnie. Donc là, à l'heure actuelle, il y a environ 4 objets connectés quand on compte nos smartphones qui sont autour de nous. On voit les chiffres pour 2020 qui sont à près de 7. Donc, on est vraiment sur une lame de fond quand on voit les chiffres que les 12-39 ans sont tous à 100% accédés à Internet. Voilà, c'est une lame de fond qu'il faut prendre en compte. Mais par contre, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont du mal à l'intégrer dans leur gamme produit. Il y en a 29% qui voulaient en 2015, donc les chiffres datent un petit peu, intégrer les objets connectés dans leur gamme produit, mais elles n'y arrivent pas. Il n'y en a que 3 sur 10 qui arrivent vraiment à le mettre sur le marché parce que c'est compliqué. En fait, c'est un espèce de millefeuille entre la data, le design, la nouvelle cible, le hardware. Les entreprises ont du mal à savoir ce qu'elles achètent en fait quand elles font des objets connectés. Donc ça, c'est un vrai problème. Pourtant, les infrastructures sont en place, c'est-à-dire quand on fait des objets connectés, on peut... on travaille avec des réseaux, que ce soit du haut débit, du bas débit, tout est en place, même au niveau des infrastructures de traitement, sur les serveurs, tout ça. Mais pourtant, ça ne se passe pas quand même, parce qu'on voit très bien qu'il y a dans le taux de pénétration du marché un taux d'équipement qui reste quand même assez faible chez les Français notamment, avec, quand vous voyez les chiffres, 5% dans le domaine de la santé, 8% pour la maison, 4% pour ce qui est de l'électroménager. Donc c'est vraiment finalement encore le début de l'adoption des objets connectés. Donc on peut se demander mais pourquoi finalement c'est si compliqué, pourquoi ça se passe pas encore vraiment totalement. En fait, quand on regarde le marché simplement des femmes sur les objets connectés qui s'adressent aux femmes, il y a 2 façons de faire. Il y a la façon de faire à la Kerastase qui a présenté au CES en 2017, en janvier, une brosse connectée pour regarder le soin capillaire, si ça fonctionne bien, voir si votre cheveu est bien brossé. Donc cette jolie brosse coûte 300 €. Et puis après, vous avez Athena, qui est une marque qui fait des bijoux connectés. Sécuritaires, c'est-à-dire que vous pouvez les activer dès vous avez un souci, voilà, ça appelle tout de suite les secours ou une personne en priorité. Et là, c'est vendu 99 $. Donc, on se rend compte que voilà, il y a des marchés de niche, adressés par Kerastase, je pense que vous avez compris la petite joke, mais du coup, on voit qu'il y a des marques type L'Oréal là, qui essayent de faire de l'objet connecté pour montrer qu'elles innovent, en fait, ni plus ni moins. Elles ne se posent pas la question s'il y a un marché ou pas. Là, je ne sais pas combien de professionnels du cheveu capillaire va acheter la brosse à 300 €, mais du coup, on est quand même au début de l'adoption. Mais ça ne nous aide pas, du coup, à démocratiser cette adoption des objets connectés en passant par des choses comme ça. Voilà, donc c'est un exemple un peu concret, mais l'objectif, c'est de se dire que la donnée, finalement, elle est vraiment partout. C'est le nouveau Graal, donc c'est le truc qui nous fait changer notre business model. Voilà, c'est ce qu'on cherche à avoir avec les objets connectés, puisqu'on peut connecter de la donnée aussi bien dans l'espace professionnel. Maintenant, les industries arrivent à capter beaucoup de choses et à regarder la maintenance prédictive. Voilà, donc on va chercher aussi bien sur l'espace professionnel, l'espace public avec tout ce qui est Smart City. Donc on capte aussi beaucoup de données à cet endroit-là, l'espace privé dans la maison ou sur les vêtements également. Donc ça, c'est vraiment important. Mais finalement, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de ces données ? Et c'est quand on a répondu à ces questions-là, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces données ? Quel usage on peut en faire ? Qu'on va vraiment, du coup, changer le paradigme et du coup, vraiment travailler différemment. C'est-à-dire que quand vous regardez toutes les données que peut collecter un objet connecté,
ces données-là, elles vont être traitées dans une entreprise par le service marketing, par le service R&D, par le service de maintenance. Donc du coup, ça vient comme un flux qui vient dans une entreprise qui est souvent encore en silo. Donc du coup, les objets connectés, ça fait aussi changer le mode d'organisation des entreprises. Donc ça, quand les entreprises, elles s'en rendent compte quand elles intègrent les objets connectés, elles se rendent compte de la difficulté finalement que c'est de les intégrer. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie d'horizontaliser l'entreprise pour du coup faire que les datas, elles se parlent sur différents domaines d'activité dans l'entreprise pour être collectées, pourtant collectées au même endroit en fait. Et également le fait que les objets connectés, bien sûr, c'est un objet qui sort de la data, mais souvent, on va aller vers créer une nouvelle proposition de valeur pour créer souvent du service. Donc ça, c'est pareil, quand on est une entreprise qui crée des objets, du coup, apporter du service, ça implique du coup du SAV, de la maintenance, des nouveaux canaux de distribution. Donc ça change complètement vraiment l'entreprise. Donc c'est là où du coup, il faut renverser le paradigme, pas penser à quelles données je peux vraiment aller chercher, comment je vais la chercher, avec quel capteur. Il faut plutôt se poser la question de quels usages je peux vraiment en tirer et comment ça va me servir concrètement et comment je vais pouvoir le gérer dans mon entreprise un peu après. Pour vous donner un exemple concret, on a travaillé pour la société de ski qui s'appelle ZAG, qui est à Chamonix, une société qui fait donc du ski freeride. Et eux, en fait, quand on a travaillé avec eux, on n'a pas seulement inventé un objet que vous voyez là, c'est le The Tracker, ça se plug sur le ski, et c'est pour retrouver le ski quand il est enfoui sous la poudreuse, quand vous êtes dans un couloir d'avalanche, et à ceux que c'est arrivé en général, ils se disent « Ah ouais, ça c'est bien ». Donc en fait, voilà, on retrouve le ski hors réseau, résistance au froid et au choc. Et quand on a pensé à la façon de le faire, on a aussi pensé au business model, c'est-à-dire les gens qui utilisent les skis, ils les utilisent une saison, ils y vont peut-être 3 ou 4 fois pour les grands, 4 semaines en tout cas pour les grands skieurs. Donc la pile, elle dure une saison. Et donc après, il faut racheter la pile. Donc du coup, on a baissé les coûts du The Tracker pour que la pile soit un peu plus chère. Et donc quand on commence à adopter l'objet connecté, ça ne nous pose pas de problème d'aller racheter une pile. Donc ça, on modifie le business model en pensant à des choses comme ça. Et puis finalement, ça permet de baisser le coût du dispositif global, de le travailler ainsi. Également, ça c'est le premier step, c'est-à-dire que on retrouve son ski enfoui sous la poudreuse. Accessoirement, ça sert aussi d'alarme quand vous êtes au restaurant de ski et que du coup vous voulez pas vous faire piquer votre paire à 500 €. Du coup, en plus de ça, ça capte aussi la température. Donc vous allez me dire comme ça, on s'en fout un peu de la température. Mais dans un deuxième temps, quand il y aura beaucoup de gens qui utiliseront The Tracker, la température, elle pourra intéresser qui ? Des stations de ski qui pourront du coup être intéressées par la qualité de la neige. Voilà. Donc du coup, deuxième business model qui peut se mettre en place autour de ce genre de données parce qu'il faut penser les choses dans le temps et de manière phasée. Donc voilà, on pense à un usage, on capte la donnée. Donc ça se fait vraiment un coup à 3 bandes, si vous voulez. On vend le produit d'une part, on offre du service et après, on fait une nouvelle proposition de valeur avec cette data qui est collectée et qui devient conséquente au bout d'un moment. Voilà, donc finalement, comment arriver à faire que on pense des usages qui soient utiles avec ces objets connectés. Le principe de base en fait, d'un objet connecté, c'est qu'il mixe les domaines. Donc quand on réfléchit à créer un objet connecté, par exemple sur cette histoire de balance, on va chercher du côté des nutritionnistes, du côté des chefs, et du coup à partir de là sur la balance connectée on peut proposer un programme de santé qui peut être adapté en fonction de la morphologie des gens, tout ça. Donc quand on pense objet connecté, on essaye de mixer justement les points de vue pour arriver à proposer une nouvelle proposition de valeur. Et pour arriver à mixer ces points de vue, on va s'intéresser à l'utilisateur, mais du coup dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement dire la personne qui veut se peser, elle est en train de se monitorer toutes les semaines ou tous les jours. On s'intéresse à l'utilisateur dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire à tout ce qu'il est de manière multiple, utilisateur, consommateur, il fait partie d'une communauté, il est unique quelque part et on cherche le dénominateur commun entre toutes ces personnes uniques qu'on va aller vouloir toucher. Donc c'est vraiment l'essence même du design thinking. On est au cœur de tout ça. Donc on va chercher tous les usages qui pourraient intéresser cet utilisateur dans toutes ces dimensions. Aussi un truc très important quand on commence à penser usage avant la technologie, c'est de se dire, il faut observer les tendances sociétales, c'est-à-dire que vous pensez un produit maintenant qui va être sur le marché peut-être dans 6 mois, 1 an, et il faut se dire, mais qu'est-ce que les gens ils veulent finalement ? Quand on se rend compte que les objets connectés, là le chiffre il date de 2015 quand même, donc ça date un petit peu, mais les gens ils veulent pas acheter la balance, par exemple, ils vont pas l'acheter chez Darty dans le rayon balance, eux ils veulent l'acheter dans un rayon
objet connecté. Donc ils ont cette démarche-là où ils vont l'acheter sur Internet. Voilà, par exemple pour les skis, on a fait l'erreur la première année de les vendre dans les shops pour les skis. Donc c'est-à-dire que ceux qui devaient faire la promotion du The Tracker, c'était les gars qui vendent des skis d'habitude, donc ils ne savent pas du tout vendre accessoirement des objets connectés. Donc c'est compliqué. Donc il faut penser aux canaux de distribution, il faut penser là où les gens ils veulent acheter et se dire, voilà, dans leur réflexion usage autour de l'objet connecté, c'est vraiment très important d'aller jusque-là, en fait, dans la réflexion, et de se dire, voilà, qu'est-ce que les gens attendent, c'est quoi leurs habitudes, c'est à moi à coller à leur manière de faire, et c'est pas, on révolutionne pas tout le système de consommation avec un simple objet connecté. Donc il faut être assez humble, finalement, dans cette démarche, et se dire comment moi, je peux intégrer le référentiel des gens qui vont acheter cet objet connecté. Donc l'important, c'est quelque part de penser comme un designer, c'est-à-dire de mettre l'humain au centre de tout le questionnement. Bon, alors pas besoin d'être designer pour avoir le mindset designer. Moi, je fais du marketing, je ne suis pas du tout designer, mais du coup, j'essaye en tout cas d'avoir cette pensée de designer. C'est-à-dire qu'on met l'usager, voilà, on se dit, c'est pas un consommateur lambda, il peut être en co-création avec nous. Donc on travaille de manière itérative en mélangeant des phases de divergence où on va ouvrir le champ des possibles, poser des questions, regarder un peu, et ensuite de phases de convergence où du coup on fait des choix en termes de ok, bon, les gens ils sont prêts à acheter ça, ils ont envie de ça, donc on choisit ce type d'innovation connectée. Donc c'est comme ça finalement qu'il faut arriver à penser, et il faut penser de manière globale, cette manière un peu holistique pour savoir comment ça peut prendre en place dans la vie des gens. Et ils ont finalement, les personnes à qui on s'adresse, une grille de lecture. Les mots sont importants pour arriver à faire comprendre une innovation. Et voilà, il y a des wordings qui sont très techno, qui ne parlent pas du tout à des personnes à qui on va s'adapter sur les objets connectés. Donc voilà, l'important, c'est de penser comme un designer finalement et de travailler en collaboration avec son utilisateur final, et donc d'être dans ces démarches itératives de je teste, je recommence, je teste, je recommence, pour voir un peu ce qu'ils comprennent, ce qui les intéresse vraiment et qu'est-ce qui est vraiment utile pour lui, pour pas être sur une démarche d'objets connectés gadgets qui va durer rien du tout et puis qui va passer à la trappe très rapidement, qui ne trouvera pas son marché au final, quoi. Donc en fait, comme vous avez compris, on utilise ces méthodes de design thinking. Finalement, c'est une méthode d'innovation qui est utilisée aussi bien par les designers, les marketeurs et aussi bien les entrepreneurs pour avoir cet objectif de pensée humain et donc de pensée usage. Donc finalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut répondre à un besoin utilisateur qui est peut-être pas toujours exprimé. Donc il faut être dans une phase vraiment d'empathie pour comprendre la grille de lecture. Ensuite, il faut réfléchir à l'usage avant de penser à comment le faire, ça c'est très important, et de faire des tests, être en itération avec lui pour penser le bon business model qu'il va imaginer. Donc ça, c'est les 5 phases du design thinking. Peut-être que vous les connaissez déjà. L'important, c'est on me fait signe 2 minutes, donc je vais super vite. Mais du coup, l'important à retenir ici, c'est cette phase d'empathie, c'est-à-dire qu'on va d'abord observer, se mettre, pas chercher forcément à valider ses hypothèses, mais se mettre en mode observation pour regarder les gens de quoi ils ont besoin, voilà, pour ensuite être dans ces méthodes de je prototype, je teste, je prototype, je teste, pour arriver à trouver la juste valeur. Là, le petit dessin entre la différence entre le business thinking et le design thinking. Finalement, le business thinking, c'est j'ai des problèmes, je trouve la meilleure solution économique et sociale pour y répondre. Le design thinking, ça permet d'avoir une phase amont d'observation qui permet d'identifier des problèmes aussi, mais d'avoir une solution qui est très, très fine quelque part et plus juste, parce qu'on trouve plusieurs solutions en fonction de ce qu'est l'utilisateur dans sa globalité. Donc c'est un petit peu la différence. Cette phase amont permet d'être plus fin dans la réponse. Pour finir, un exemple concret. Quand on fait des objets connectés, il y a aussi un virage stratégique à opérer. Là, c'est un exemple de Milesia. Peut-être que vous connaissez, c'est une marque lyonnaise de lingerie qui travaillait pour Nina Ricci, tout ça, qui faisait du lingerie plutôt séduction, comme vous pouvez voir sur Madame Blonde. Voilà. Et donc, ils ont voulu faire une brassière connectée pour faire du sport. Donc, ils ont travaillé design thinking. On les a accompagnés sur qu'est-ce que veulent les femmes. On a fait des workshops. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les femmes, on en avait très marre qu'on leur dise d'être minces et belles et de courir pour... voilà. Donc, elles voulaient plutôt être sur du sport santé, quelque chose où on pouvait prendre soin de sa santé, que
le monitoring finalement des datas qui pouvaient être sorties là, ça pouvait servir à ça. Et ensuite, ils ont fait une campagne Kickstarter pour du coup financer leur innovation. Et sur la campagne Kickstarter, qui est une plateforme américaine, ils sont allés sur allez-y les filles, vous allez être les meilleures. Donc c'était parti sur la data vraiment performance. Donc là, ça veut dire qu'ils sont pris en plein fouet Nike, Adidas, tout ça. Et donc ça a été très compliqué de financer cette innovation. Là, ce que je veux dire par cet exemple, c'est que c'est un exemple, voilà, mais c'est de dire quand on pense design thinking, quand on pense usage, on ne va pas valider ce qu'on cherche à faire auprès des utilisateurs. Il faut vraiment être dans sa démarche d'empathie et donc du coup de le faire tout au long du process. C'est pas juste de poser la question et de dire ok, elles veulent du sport santé et de faire une campagne Kickstarter qui soit dans la performance. Bah ça marche pas quoi. Au final, il faut être vraiment comment dire, juste du début à la fin dans sa manière de penser usage. Voilà. C'est fini, c'est ça ? Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je serai juste dehors. Voilà, vous n'hésitez pas. C'est très rapide. Merci à vous.